Ok, on se retrouve pour l'actualité du jour. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Suite à voilà, l'inflation qui est repartie un peu à la hausse hier, eh bien, on a la Fed qui veut davantage de preuves hein, que l'inflation va être maîtrisée. Et donc, il y a eu un rapport qui est sorti. Et là, la Fed veut plus de données, veut plus de certification que l'inflation baisse. Donc, certainement, on va avoir la date là, quant au fait que voilà où ils voulaient baisser les taux d'intérêt qui devaient être en juin. Bah, certainement, ils vont repousser cette date à plus tard, peut-être après l'été, et laisser les taux à des niveaux très élevés pour que l'inflation tente de continuer de baisser. Donc, on verra ça. Et voilà, hein, là c'est tac tac tac. La Fed vise actuellement son taux de référence entre 5 et 5,50. Donc voilà, ils vont repousser hein, la date et ils vont attendre de voir si l'inflation diminue réellement. Mais là, elle est légèrement repartie à la hausse. Ça ne veut pas dire que c'est reparti et que ça va flamber. Ça veut juste dire qu'il y a de la volatilité, que ça repart un peu. Et la Fed va laisser ses taux plus élevés pour que l'inflation continue, en tout cas, ça baisse vers l'objectif des 2%. Donc on va voir ça, s'ils réussiront. En tout cas, les contrats à terme, donc ces négociations avant les heures d'ouverture des marchés. Donc là, on peut changer jeudi là. Donc les actions aujourd'hui se sont stabilisées avant les négociations hein, qui débuteront à 15h30. Là, il est midi à l'heure où j'enregistre. Bah là, pour le moment, il n'y a pas eu trop de mouvement. Donc ça s'est stabilisé. Les investisseurs ont digéré voilà, hein, les chiffres, enfin l'inflation qui est repartie, qui sont repartis à la hausse. Et donc, il n'y a pas eu trop de changements aujourd'hui. On va voir tout à l'heure à l'ouverture des marchés. Donc voilà. En attendant, on a voilà, hein, cette bataille là, entre Elon Musk et le gouvernement brésilien là, pour la liberté d'expression. Et ici, Elon Musk qui confirme, il dit exactement, ce sont des dictateurs parce que ici, on a là, un haut fonctionnaire brésilien au Parlement brésilien qui dit que le Brésil est une dictature. Donc voilà, hein, c'est un haut fonctionnaire brésilien qui le dit. Et donc Elon Musk confirme tout ça et dit que le Brésil est devenu un pays de dictature, tout ça. Une dictature qui s'identifie comme une démocratie. Exactement. Et ça, c'est ce que je pense bah, justement de l'Europe et tout ça. On fait croire qu'on est une démocratie, mais dans les faits, en fait, voilà, on est complètement voilà, sous une dictature. Il n'y a plus de référendum, il n'y a plus rien. Et là, par exemple, en France, c'est Macron qui décide de tout, sous les ordres, hein, bien sûr, des États-Unis, tout ça. Mais voilà, on décide de plus rien. Vous voyez. Et donc justement, pour en revenir à la France ici, regardez, hein, Bercy annonce un déficit public de 5,1% du PIB en 2024 contre 4,4 précédemment estimé. Vous voyez. Donc là, l'annonce est choc, on va dire. On est largement plus en déficit que ce qu'on devait s'attendre. Vous voyez. On attendait 4,4, on a 5,1. Vous voyez. Donc, il sera en fait proche des 6%, comme je l'explique dans ma vidéo. Donc, voilà, là, ils annoncent un déficit. Donc, c'est pas les chiffres réels, c'est ce qu'ils annoncent. Ils disent que bah, en 2024, en tout cas, le déficit sera aux alentours des 5,1. Alors qu'il tablait d'abord sur 4,4. Et Marc Toiti, qui a un excellente analyse financier, dit que en fait, on sera plus proche des 6%. Ce qui veut dire que là, c'est vraiment c'est catastrophique hein. Et Marc Toiti dans sa vidéo il explique ici pourquoi la France est-elle plus en danger que prévu en tout cas. Donc là on est en train de creuser hein. On s'appauvrit beaucoup plus rapidement que ce qu'on nous fait croire. Vous voyez. Et voilà hein, c'est ça quand on laisse Bruno Le Maire agir ici là. Donc voilà, hein, finances publiques, le gouvernement prévoit un déficit public à 5,1. Là, et encore, ils sont gentils, hein, on sera certainement à plus et proche des 6%, comme Marc Totti l'a dit, au lieu de 4,4. Donc vous voyez que, voilà, ils avaient annoncé pour pas faire peur, et là, on est bien plus, là, ils vont bien plus loin. Et là, ça va vraiment être une catastrophe. Et donc, justement... c'est pour ça, par rapport au système de répartition là, pour les retraites, c'est pas bon. Là, on voit en 2022, il y a eu un total de 236 milliards de cotisations retraite collectées et plus de 361 milliards de reversés. Donc là, soit un déficit de 125 milliards.
Donc la question, comment voulez-vous que notre système par répartition arrive à survivre 30 années supplémentaires à ce rythme-là, avec ce déficit de 125 milliards? C'est pas possible. Vous voyez? Donc voilà, on cotise pour 200 et quelques milliards et on reverse, vous voyez, beaucoup plus. Vous voyez? Donc ça crée un déficit. Là, ça peut pas tenir. Voilà, on est en déficit total. Et là, pour prendre un cas concret, regardez, par exemple, vous connaissez tous, je pense, Vincent Lagaffe. Peut-être que les plus jeunes ne le connaissent pas, mais Vincent Lagaffe était l'incarnation du succès télévisuel des années 90. Donc c'est vrai que les années 2000 n'ont pas connu Vincent Lagaffe, mais il a dominé les écrans de TF1, donc première chaîne d'Europe pendant l'âge d'or de la télévision française. Et après avoir payé des millions d'euros d'impôts, parce que voilà, il a fait de la télé, donc voilà, il a apporté beaucoup de valeur, et donc de là, il est devenu multimillionnaire. Et donc, par de là, il a payé aussi ce qui devait, sa part à la France. Et donc, maintenant, il touche une retraite de seulement 1700 euros. Voilà. Voilà pour quelqu'un qui a apporté tellement, en tout cas, qui a diverti les gens, en tout cas, par la télé, tout ça, qui était multimillionnaire. Et aujourd'hui, il touche une mince retraite. Vous voyez? Et donc là, il y a les raisons à ça, on va pas revenir dessus, vous voyez. Mais ça vous montre que n'attendez rien de la retraite. Si lui, millionnaire qu'il était, voilà, tout ce qu'il a apporté, il touche que ça comme retraite, 1700 euros, bah pour les gens du salarié normal ou des choses comme ça, ne vous attendez pas à plus de 1000 euros dans la retraite, ou voire moins, même pas 900 ou quelque chose comme ça. C'est pour vous dire. Donc voilà, faites quelque chose, investissez, c'est ce que je recommande hein, sur la chaîne, mais n'attendez pas à la retraite, vous allez avoir que des miettes, vous voyez. Et même pour les entrepreneurs, hein, je parle de tout le monde, pas que les salariés, même les entrepreneurs qui ont des entreprises et tout ça, voilà, qui visent des chiffres d'affaires de plus d'1 million, des choses comme ça, ne comptez pas après sur la retraite à la fin, voilà, elle va être très mince, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, la France, c'est pas bon du tout. Et en plus, la France pourrait subir des conséquences hein, de ces politiques. Par exemple, par rapport à la guerre, la présence de soldats de l'OTAN, là, ou l'implication de la France et des USA en Ukraine à Odessa pourrait avoir de graves conséquences, hein, selon le ministre de la Défense russe, Shoigu. Donc l'utilisation de missiles avant-garde serait envisagée à Moscou. Le président Poutine qualifie ces missiles ICBM de pratiquement invincibles, les définissant comme l'arme absolue, capable de toucher n'importe qui dans le monde. Donc voilà, la Russie, là, met en garde. Hier, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, depuis la Chine, avait averti de voilà, de pas dépasser les lignes. Et là, la Russie met en garde. La Russie, là, en ce moment, est sur les nerfs. Suite après l'attentat qu'il y a eu, là, chez eux, là, à Moscou, là, il y a 2 semaines. Et voilà, ils ont fait des enquêtes. Apparemment, ça vient de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui aurait commandité ça, tout ça. Et là, ils sont sur les nerfs. Et là, ils menacent directement maintenant. Ils vont plus rigoler. Et là, ils se préparent. D'autre part, les alliés aussi hein, de la Russie, comme le Coréen là, Kim Jong-un, le chef suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui déclare que le moment est venu de se préparer plus que jamais à la guerre. Vous voyez? Donc, ils sont prêts. Hein. Que ce soit la Russie, la Corée du Nord, mais aussi la Chine. Hein. La Chine se prépare militairement, tout ça, pour Taïwan, tout ça. Donc, on est plus proche que jamais d'un conflit, en tout cas, de ces pays-là de l'Est, contre l'OTAN, l'organisation militaire européenne. Donc, ça peut péter à tout moment. Et vous savez que ce ne serait pas pour dire on va dire... ce serait pas pour, on va dire, contre les dirigeants européens ne seraient pas contre, on va dire, cela, puisque ils savent que les guerres ou les maladies comme le Covid, des choses comme ça fait peur à la population. Et en fait, toute guerre permet d'effacer des choses, en fait. Vous voyez? Parce que les guerres, voilà, ça casse pas mal de choses. Et ça, voilà, ça permet en fait de créer de la peur et de tout effacer et de repartir ensuite après sur de nouvelles négociations, sur de nouvelles bases. Et peut-être que les dirigeants occidentaux cherchent cela. Macron cherche peut-être cela pour rester en poste. Voilà, peut-être que Joe Biden aussi cherche à lancer une troisième guerre mondiale pour éviter les prochaines élections américaines qui pourraient le faire perdre face à Donald Trump. Donc voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, mais on dirait que les dirigeants occidentaux mettent de l'huile sur le feu ou provoquent cela pour leurs intérêts. Donc on verra ça en tout cas. Maintenant, les actions européennes chutent
alors que les marchés digèrent donc l'inflation américaine et attendent la décision de la BCE, donc la Société Générale qui est en hausse pour l'instant de 4%. Donc là, dans la foulée hein, des marchés américains qui sont stables hein, avant les négociations, bah, les actions européennes, elles chutent. Parce que, en fait, suite aux mauvaises nouvelles qu'on a eues sur l'inflation là, américaine qui est repartie à la hausse, bah, en Europe, c'est pas pareil. En Europe, on attendait déjà une baisse de taux là, très rapide qui devait être enclenchée. Mais là, au vu de ce qui se passe aux États-Unis, et là, on a Christine Lagarde, chef de la Banque Centrale Européenne, oui, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui va tenir un discours là dans 2 heures, soit à 14 heures aujourd'hui, là, le 11 avril, le jeudi 11 avril. Et il se pourrait qu'elle repousse, on va dire, la décision de baisser les taux, puisque l'Europe est directement suit en général les États-Unis. Et si l'inflation est repartie aux États-Unis, en Europe, ça devrait continuer aussi et repartir à la hausse. Surtout que l'Europe, elle, est exposée au conflit voilà. Et le prix du pétrole grimpe beaucoup plus vite en Europe. Et donc, l'inflation pourrait aller encore plus vite en Europe. Et donc, les marchés, les actions européennes qui chutent, certainement que les actions européennes anticipent une mauvaise nouvelle de la part de Christine Lagarde qui va certainement repousser la date quant aux baisses des taux et annoncer peut-être un discours plus ferme par rapport à ça. Et c'est pour ça que les marchés européens chutent. Donc on verra ça en tout cas. Maintenant, on va s'attaquer à la crypto. Et voilà, hein, voir ce qui s'est passé hein, dans les dernières news de la crypto. Donc là, on a la SEC, donc Hayden Adams, qui est le PDG d'Uniswap, qui dit que voilà, Uniswap a bien reçu un avis Wells de la SEC qui les condamne. Donc on va voir ça. Donc là, on a la SEC maintenant qui s'en prend à Uniswap, donc on va voir ça. Donc la SEC ici. Je vais vous expliquer ce qu'est Uniswap hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, la SEC vient de déclarer la guerre à la crypto. Et donc, ils avaient déjà déclaré la guerre à la crypto. Hein. La SEC est déjà en affaire judiciaire contre Ripple, énorme entreprise de la crypto. Contre Coinbase aussi, un géant institutionnel de la crypto. Et face à Ethereum aussi. Et donc là, face à Uniswap aussi, qui est une gigantesque entreprise. Et Uniswap, on va voir ce que c'est. Mais voilà, justement, Uniswap est le plus grand exchange décentralisé, DEX, existant. Donc DEX, ça veut dire Decentralized Exchange. Et en français, exchange décentralisé. Donc qu'est-ce que c'est un exchange? Un exchange, c'est ce que vous connaissez de Coinbase et Binance. C'est une plateforme qui va vous servir d'acheter ou acheter ou vendre des cryptos. En fait, vous allez pouvoir. C'est une plateforme qui va vous permettre d'échanger vos cryptos, d'acheter ou de revendre ou de trader, tout ça. Et en fait, là, Uniswap, c'est un exchange, mais décentralisé, c'est-à-dire sur la blockchain. Donc, Coinbase et Binance, c'est des exchanges centralisés. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise derrière, c'est voilà, des gens qui gèrent. Et qui gèrent cette entreprise-là, Binance et Coinbase. Il y a des gens qui travaillent tous les jours, qui se lèvent le matin, qui vont à l'entreprise pour vous proposer et améliorer les services de Binance et Coinbase. Vous n'avez pas que Binance et Coinbase, hein. Vous avez Kraken, vous avez Crypto.com. Tout ça, c'est des exchanges centralisés, c'est des vraies entreprises réelles, dans le monde réel. Uniswap, c'est sur la blockchain, régi par des smart contracts. Parce que la blockchain, en fait, c'est une chaîne de blocs, mais c'est un réseau en fait, décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière. C'est les smart contracts, des contrats intelligents. Ça c'est par le code informatique qui vont exécuter ça de manière automatique. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'Uniswap fonctionne. Donc, au lieu qu'on a des personnes réelles qui vont travailler, là, derrière ces exchanges, Uniswap, c'est un protocole. Donc, c'est un service sur la blockchain. Et en fait, derrière, on a des développeurs, des codeurs, en fait, qui vont développer l'application Uniswap sur la blockchain pour vous permettre d'échanger vos cryptos. Et sur la blockchain, on parle de swap. On ne va pas échanger nos cryptos, on va swapper. Swapper des stablecoins ou des cryptos face à d'autres cryptos. Du Solana face à de l'Ethereum et vice-versa. Vous voyez? Donc ça s'appelle des swaps. Et c'est pour ça qu'on appelle, par exemple, le projet s'appelle Uniswap. Vous voyez? Et donc là, voilà, le plus grand exchange. Et Uniswap est le plus grand exchange décentralisé. Parce que Uniswap est le principal exchange de la plus grosse blockchain, de la plus grosse plateforme de smart contract qui est Ethereum. Vous voyez? Donc si on regarde ici, le protocole Uniswap, parce que les services sur la blockchain, on les appelle des protocoles.
Vous voyez? Et là, Uniswap, c'est 489 milliards de dollars d'actifs sous gestion sur la blockchain. Vous voyez? Ici, vous avez beaucoup d'applications. Donc, un réseau croissant hein, d'applications DeFi, tout ça. Donc, voilà, Uniswap, c'est la principale plateforme, la plus grosse plateforme pour échanger vos cryptos sur la blockchain. Vous voyez? Et elle est dans l'écosystème Ethereum, qui est la plus grande plateforme de smart contract, le réseau. Parce qu'au début, vous avez eu le réseau Bitcoin qui est arrivé pour permettre à Bitcoin, pour nous permettre de faire des transactions avec le Bitcoin. Ensuite, vous avez eu un deuxième réseau qui a existé, c'est le réseau Ethereum. Et Ethereum a eu l'invention de créer le génie d'apporter des smart contracts au réseau, des contrats intelligents. Ce qui a permis ensuite de lancer des milliers de services sur la blockchain, des services, voilà, et des milliers de protocoles qui vont vous permettre de nous offrir des services. Et dans ces services-là, on a des DEX, des exchanges décentralisés, mais aussi d'autres services. Le gaming, vous pouvez jouer sur la blockchain, vous pouvez, je sais pas moi, emprunter ou prêter de l'argent. Vous voyez, comme AAV, c'est un autre protocole sur Ethereum. Vous avez des centaines de services qui vont, voilà, selon vos besoins. Et là, pour le service principal, là, pour Uniswap, c'est les DEX. Et en général, les DEX, c'est les plus gros protocoles sur chaque blockchain. Sur Solana, vous avez Jupiter ou Raydium. Sur Avalanche, vous avez TraderJoe. Voilà. Et là, sur Ethereum, vous avez Uniswap. Et là, donc voilà, Uniswap est le plus grand des exchanges avec un volume total de plus de 2000 milliards de dollars depuis son lancement en 2018. Classé numéro 1 dans la plupart des indicateurs, dont plus de 6,1 milliards de dollars en TVL. Ouais, tout ce qu'ils ont amassé comme liquidité depuis la blockchain Uniswap. Ouais. Aujourd'hui, Uniswap Labs a reçu un avis Wells de la SEC. Ouais. Il s'agit généralement de l'étape juste avant un procès. Ouais. Donc c'est comme si la SEC poursuivait le Nasdaq en justice et s'attendait à ce que les échanges d'actions technologiques se poursuivent aux États-Unis. Vous voyez? Donc là, voilà, la SEC s'attaque donc à Uniswap. En fait, la SEC, ce qu'elle cherche à faire là, ici, c'est à contrôler l'écosystème crypto. En fait, ils veulent avoir tout ça sous leur contrôle. Ils veulent tout suivre, tout tracer. C'est pour ça qu'on a énormément d'affaires en justice. Ils veulent contrôler. Et comme les projets, là, Uniswap, c'est décentralisé. C'est un protocole qui est censé régir de manière automatique par des smart contracts sans qu'il y ait une justice derrière, enfin un régulateur, des choses comme ça. Ça se passe sur la blockchain de manière limite pas anonyme, mais vous avez voilà, un minimum de données à fournir et vous pouvez trader des cryptos. Mais la SEC veut contrôler tout ça et veut avoir tout ça sous sa juridiction. Vous voyez? Et ici, on a Aiden Zadam, créateur d'Uniswap, qui déclare qu'il est prêt à combattre la SEC. Je ne suis pas surpris, je suis juste ennuyé, déçu et prêt à me battre. Je suis convaincu que les produits que nous proposons sont légaux et que notre travail va dans le sens de l'histoire. Mais il est clair que depuis un certain temps, qu'au lieu de travailler à la création de règles claires et informées, la SEC a décidé de se concentrer sur l'attaque de bons acteurs de longue date comme Uniswap et Coinbase. Parce que Coinbase aussi est attaqué par la SEC, tout en laissant passer les mauvais acteurs comme FTX. Vous voyez? Donc ce qui est vrai, hein, dans les faits, c'est vrai. Donc ce combat prendra des années, pourrait aller jusqu'à la Cour suprême et l'avenir de la technologie financière et de notre industrie est en jeu. Si nous sommes unis, nous pouvons gagner. Je pense que la liberté vaut la peine de se battre. Je pense que DeFi vaut la peine de se battre. Donc DeFi, c'est quoi? C'est la finance décentralisée. Vous voyez? Donc la finance sur la blockchain. Et en fait, il dit que la finance sur la blockchain ou décentralisée mérite la peine qu'on se batte. En fait, avoir un monde plus libre, une liberté économique plus décentralisée et plus libre. C'est ce qu'il veut dire. Et bien sûr, nous n'arrêterons pas les expéditions. Restez à l'écoute. Donc voilà, il a fait son tweet là, Aiden Zadam. Et il est prêt en tout cas à combattre la SEC jusqu'à la Cour suprême. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Donc il dit que le combat sera long. Et la SEC, elle, dit qu'elle veut nous protéger, donc en poursuivant Uniswap, alors que le protocole existe depuis 4 ans.
voyez, donc avant, ce n'était pas grave, mais maintenant, ça l'est. Donc maintenant, ils veulent voilà, protéger les gens, alors que Uniswap est là depuis 4 ans et opère avec ses services depuis 4 ans, mais c'est maintenant qu'ils s'en prennent à Uniswap. Donc ça n'est rien à comprendre. Donc ici, vous voyez, un Gary Gensler, c'est lui qui lance cette attaque, encore une fois. Euh, Lui, il fait beaucoup de mal à l'écosystème crypto, hein. Il ne cesse d'attaquer. Là, on a voilà, Ripple, Coinbase. Donc, on espère qu'il sortira de tout ça. Donc, voilà, là, c'est Uniswap Lab, le compte officiel sur X Twitter, qui confirme qu'ils ont bien reçu l'avis Wells. Uniswap, aujourd'hui, a reçu un avis Wells de la SEC. Et nous sommes prêts à nous battre. Vous voyez? Donc, voilà, Uniswap est prêt. Aiden Zadam, le fondateur de Uniswap, est prêt. Le combat est engagé entre la SEC et Uniswap. Et on va voir ce que la SEC reproche. Voilà. En tout cas, la SEC veut contrôler Uniswap, veut contrôler Coinbase, veut contrôler Ethereum, veut contrôler Ripple. Ils veulent contrôler l'espace crypto. Vous voyez? Donc on verra. Et voilà, réaction immédiate sur Uni. Donc Uni, c'est la crypto du projet Uniswap. Et donc, suite à l'annonce, donc la crypto Uniswap, qui régit le projet Uniswap et le DEX, les services d'Uniswap, a plongé. Vous voyez? Donc ceux qui investissent sur ce projet à travers la crypto Uni là, donc ont vu leur cours chuter ou leur argent diminuer là. Vous voyez? Réaction immédiate. Et donc voilà, par exemple, même Coinbase, qui est poursuivi par la SEC, qui a une excellente entreprise et qui demande de la clarté à la SEC et qui n'a rien obtenu jusqu'à présent. Voilà, Coinbase, eux, continuent à se développer. Coinbase permet désormais aux clients du Royaume-Uni d'acheter des crypto-monnaies via Apple Pay. Vous voyez, pour des transactions plus rapides et plus pratiques. Nous savons que les utilisateurs adorent déjà utiliser Apple Pay dans leur vie quotidienne. Il était donc logique d'apporter également ce moyen de paiement pratique à Coinbase. Vous voyez? Donc voilà, Coinbase qui se lie à Apple et qui propose maintenant pour simplifier. Et je pense que ça va globalement se démocratiser. Donc voilà. Et Coinbase, moi, je suis plus bullish aujourd'hui sur Coinbase qui peut rattraper des parts à Binance. Parce que Binance n'est pas trop le bienvenu en Europe. Et Binance, on attend de savoir où ils sont présents, tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu... voilà. Donc moi, j'investis plutôt sur Coinbase. Et j'attends de voir si je vais continuer à investir sur le BNB, voilà, la crypto du projet Binance. Donc à voir en tout cas. Sinon, dans d'autres actualités, on a Paolo Ardoino, le PDG de Tether, l'entreprise derrière les stablecoins, le stablecoin USDT, annonce que le stablecoin, donc son stablecoin, ne sera pas régulé en Europe. À partir du 30 juin, on aura l'application MiCA. Donc c'est la nouvelle loi européenne. Et donc par rapport à cette loi, il ne pourra plus être distribué sur les exchanges enregistrés en Europe. Parce que apparemment, cette loi MiCA empêche l'utilisation de stablecoin américain, en tout cas, de son stablecoin, en tout cas sur les exchanges en Europe. Donc ça, bon, encore un frein pour l'Europe, de se priver du Tether, là, du stablecoin USDT. Et donc, voilà, c'est risqué, parce que les stablecoins, ça se dessine de plus en plus, mais ça va être, je pense, nos liquidités de demain. En fait, aujourd'hui, on a des devises, que ce soit en cash ou numérique. On utilise de l'euro, de l'USD. Mais demain, avec l'ère des cryptos, la finance de demain, on va être en stablecoin pour nos liquidités. En fait, sur la blockchain, en fait, on va dépenser en stablecoin, certainement. Et là, le plus gros stablecoin, là, c'est Tether. C'est l'entreprise Tether et son stablecoin USDT. Et là, apparemment, en Europe, les exchanges en Europe seront privés de cela. Donc, on va voir ça. C'est assez risqué, pour nos liquidités pour plus tard. On prend du retard, je pense. Donc voilà, maintenant on finit le Bitcoin qui retouche les 70K. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Malgré tout ce qui se passe, bon, vous voyez, dans le rouge, vous avez Uniswap qui a plongé suite à l'affaire face à la SEC. CK Benervos qui avait bien monté et qui maintenant se tourne en étant une layer 2 du Bitcoin qui avait explosé et là qui corrige. Mais en dehors de ça, regardez, la map est redevenue vert et Bitcoin qui est au-dessus des 70K. Donc malgré tout ce qui s'est passé, mine de rien, Bitcoin reste très solide. Et Bitcoin continue à partir de l'avant là. On est très solide, on est aux alentours des 70 000. Avec tout ce qui s'est passé, l'inflation qui est repartie à la hausse, tout ça, finalement, Bitcoin est au-dessus des 70K.
Donc je juge que c'est très solide. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'attends à ce que largement le Bitcoin aille plus haut, hein. Là, même ici, quand on regarde les patterns, on voit que le Bitcoin peut aller chercher là, à l'horizon, les 85K. Vous voyez, c'est la, si ça, en fait, si ça pump là, c'est ce que, en fait, ça va, c'est ce que ça va faire. Vous voyez, donc on va voir ça ici. Normalement, ça devrait le faire, hein, normalement. Donc, on va voir. C'est ce qui est attendu, hein. 85K là, s'il y a un prochain pump, quelle que soit la raison, c'est la prochaine target qu'on pourrait viser. Donc, on va voir ça. En tout cas, maintenant, vous voyez, hein, si on regarde sur en 2013, en 2017, voilà, en 2020, en 2020, donc à peu près tous les 3-4 ans, à chaque fois, on a eu cette phase où on rentre dans un triangle et ensuite on explose. Et vous voyez, ici c'était en novembre 2012. Vous voyez, ensuite en juillet 2016. Ici en mai 2020 et là peut-être en avril 2024. Donc à chaque fois, si vous regardez l'image de loin, à chaque fois on a eu ça et on a explosé à la hausse. Donc on verra. Peut-être qu'on aura une bonne correction avant, mais c'est souvent ça souvent comme ça que ça se passe. Et regardez, par exemple, si je prends en juillet 2016, bah, on a cassé ce triangle, mais par la baisse. Donc on a d'abord corrigé et ensuite on a explosé. Et peut-être que cette fois, avec le halving, au final, on va avoir une fausse impression de baisse. On va d'abord corriger, revenir dans les 60 000, 55, 60 000, et ensuite exploser après le halving. Donc impossible de savoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'après le halving, là, qui se tient dans moins de 10 jours, la réduction des prix du Bitcoin, là, on va certainement exploser à la hausse. Donc, il faut se préparer maintenant et se placer le plus tôt possible avant que ça arrive. Vous voyez ? Donc, voilà. En tout cas, les nouvelles sont bonnes, hein. Le Bitcoin ne monte pas pour rien. Le responsable des ETF actifs de BlackRock déclare que tout un groupe d'investisseurs pense maintenant à Bitcoin pour la première fois en raison des ETF au comptant. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que de plus en plus d'investisseurs maintenant envisagent d'acheter du Bitcoin. On a déjà BlackRock qui accumule déjà beaucoup de Bitcoin, tout ça, mais que ça commence à peine, hein, à entrer dans la tête d'une majorité d'investisseurs qu'il serait temps de s'exposer au Bitcoin. Donc en fait tout ça c'est que le début, hein. Parce que regardez, hein, le TF de Bitcoin de BlackRock n'est plus qu'à 3,8 milliards de dollars du GBTC de Grayscale. C'est-à-dire la semaine dernière l'écart était de 6 milliards. Donc BlackRock là est le deuxième plus gros détenteur, hein, de Bitcoin en termes de fonds, en tout cas en termes d'ETF. Bitcoin, derrière BlackRock, derrière le GBTC de Grayscale. Grayscale, eux, avaient déjà accumulé depuis plusieurs mois des GBTC, mais c'était des ETF, mais futurs, pas spot. En fait, c'était des options de Bitcoin. Là c'est Bitcoin spot, c'est-à-dire qu'ils doivent réellement détenir, acheter du vrai Bitcoin. Et là, malgré cela, BlackRock, là, réduit son écart. Vous voyez ? Et là, vous voyez que la semaine dernière, déjà, on était au double déjà. Là, on était la semaine dernière, 6 milliards d'écart. Là, on est à 3 milliards. Donc, d'ici la semaine prochaine, BlackRock sera égalité avec Grayscale. Et bientôt, dans moins d'un mois, BlackRock sera le plus gros détenteur de TF, en tout cas Bitcoin. Vous voyez ? Donc, et là, c'est que le début, hein, parce que les investisseurs envisagent. C'est des investisseurs qui ont beaucoup de patrimoine, hein. C'est des investisseurs fortunés. Et eux, ils envisagent, hein, de plus en plus le Bitcoin. Et même ceux qui ont déjà acheté vont augmenter leur part. Donc en fait, vous voyez que la pression à l'achat n'en est qu'à ses débuts. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc voilà, et en plus de ça, maintenant on a l'Asie qui rentre dans la danse. Donc hier, j'avais montré que Hong Kong avait décidé le 15 avril d'accepter les ETF Bitcoin Spot. Et d'ici après 2 semaines plus tard, les négociations commenceront. Aujourd'hui, on a la Corée du Sud qui a la partie d'opposition, qui a vu un parti d'opposition pro-crypto qui a gagné. Et en fait, la crypto, là, en Corée du Sud, là, va... Ici, il le déclare, je crois. Voilà, nous allons autoriser les ETF nationaux ou étrangers. Donc voilà, le parti démocrate pro-Bitcoin sud-coréen a remporté les élections nationales pour former le gouvernement. Donc voilà, et ici, ils vont autoriser les ETF, hein, Bitcoin. Vous voyez ? Donc plus de 6 millions de Sud-Coréens, soit plus de 10% de la population, possèdent du Bitcoin. Vous voyez ? Ou de la crypto.
Ouais, donc déjà, on a au moins 6 millions de Coréens qui en possèdent. Et là, voilà, avec les ETF qui vont arriver, ça va alimenter encore. Voilà. Donc, et en plus, l'Asie qui rentre dans la danse, alors qu'aux États-Unis, on commence à peine voilà, à accumuler. Donc voilà, tout ça, ça fait que le prix du Bitcoin va exploser. Donc voilà, l'Asie arrive à la fête. Vous voyez ici, et à la fête Bitcoin. Hong Kong donc approuve les ETF Bitcoin. La Corée du Sud approuvera les ETF Bitcoin maintenant que le parti a gagné. Et donc on a aussi les gestionnaires de fonds chinois qui lancent des ETF Bitcoin. Vous voyez, donc les ETF Bitcoin américains ont fait passer le prix de 38 000 à 73 000. Vous voyez, et ce marché ne fait que commencer. Donc voilà, le prix du Bitcoin, rien qu'avec les ETF américains, a doublé. Donc maintenant que aux États-Unis, ça va continuer, ça va, voilà, on prend conscience qu'on va s'exposer au Bitcoin. Et en plus de ça, on a l'Asie qui rentre dans la danse. Vous voyez que le prix risque encore une fois de peut-être doubler avec toutes ces nouvelles. Ouais. En plus, plus tard, on aura les ETF Ethereum Spot qui finiront par être acceptés. Donc, vous voyez, beaucoup de catalyseurs qui montrent que voilà, les cryptos, même si aujourd'hui, avec l'inflation, on a peur sur les marchés voilà, traditionnels, mais ça impacte aussi la crypto. On ne sait pas, on est au bord d'une troisième guerre mondiale, on est au bord d'un crash des marchés, puisque les taux peut-être vont rester trop longtemps élevés. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais en tout cas, sur la crypto, on a beaucoup de bonnes nouvelles de catalyseurs qui vont continuer, qui vont faire que l'achat du Bitcoin va aller de l'avant. Et donc, il se pourrait que les cryptos soient décorrélés de la peur des marchés traditionnels avec tout ce qu'on a là, l'inflation et la guerre, et les cryptos qui partent. Donc, en fait, voilà pourquoi moi, je vais axer voilà, mon investissement vers la crypto pour essayer de prendre un maximum de bénéfices sur ce cycle qui est en train d'exploser là. Donc, voilà pour cette vidéo. Et on se tient au courant pour d'autres nouvelles dans de prochaines actualités, peut-être dès ce soir. Là, je vais avoir des choses à faire, mais je vais faire une autre vidéo par rapport à Christine Lagarde et son discours et qu'est-ce qu'elle compte faire pour l'Europe, tout ça. Donc on se tient au courant pour d'autres vidéos. Force à nous, hein. Allez, à plus.